Alors, mon cher Jacques, c'est un peu à la bonne franquette. Tu te présentes et puis tu nous dis où on est, sans nécessairement nommer l'adresse. Et on veut en savoir plus sur ta belle association avec Madame Phyllis Lambert. Alors, libre à toi. Où sommes-nous? Nous sommes dans la résidence de Madame Phyllis Lambert, où j'œuvre à titre de majordome depuis bientôt 36 ans. Et aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi? Ça a commencé par quoi? Quotidien, eh bien, je me rends ici à la maison. C'est aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste, congé. Donc, nos ménagères n'y sont pas. Alors, je me suis affairé à nettoyer la cuisine, préparer la maison pour le réveil de Madame Lambert. Éventuellement, n'est-ce pas, nourrir ce cher bon vieux Max, le caniche de Madame Lambert, et ensuite lui offrir une petite marche dans le quartier. Et me revoilà en train de jaser avec vous. Alors, cette belle collaboration-là, comment ça commence? Ça a un début, sans doute. Le début, il y a de ça plus de 35 ans, arrive un moment donné où il y a son garde du corps et son chauffeur de l'époque qui est indisposé, alors il faut quelqu'un pour le remplacer. Alors, je suis ici pour un remplacement tout à fait ponctuel et rapidement, on me demande, n'est-ce pas, d'assurer comme ça l'intérim pour faire un week-end sur 2, ce que je fais pendant un peu plus d'1 an. Éventuellement, son employé de l'époque a décidé de quitter, alors j'ai dû assurer l'intérim pendant un bon bout de temps, me disant que ce serait temporaire parce que j'avais une carrière tout à fait intéressante qui me comblait, n'est-ce pas, en tant que détective privé. Mais je suis resté et puis j'y suis toujours. Il y a eu une espèce de connexion qui s'est faite entre Mme Lambert et moi. Des espèces d'atomes crochus qui font que j'étais le bon morceau du puzzle au bon endroit et au bon moment. On parle de quelle année? Fin 89, 1990 essentiellement. Aujourd'hui, on est en 2026, la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Alors, ça fait déjà plus de 36 ans. Ça fera bientôt 36 ans, dis-je. Exact. En octobre. Je te remets une liste de noms. Celle-ci? Oui. Quand je reprends, oui. Oui. Et serait la gentillesse de me lire chaque nom que tu vois écrit. Et si ça te rappelle des souvenirs, si ça sonne des cloches ou non, ou pas du tout. Si par hasard tu aurais rencontré ces gens-là, même d'une manière éphémère, grâce à Mme Lambert, etc. Hubert Barif, Kurt Foster, bien sûr, évidemment. Arthur Erickson, oui, aussi. Peux-tu commencer en haut de la liste? Oui, c'est vraiment ça. Bruce Mall. Oui. Je me souviens pas de l'avoir rencontré. C'est un designer, lui, je pense, pour le CCA, il me semble. Rem Koolhaas non plus. OK. Brian Boygan, lui, oui, plusieurs fois. Alberto Pérez-Gomez, bien sûr. Cedric Price, extraordinaire bonhomme. Cedric Price, qui avait, évidemment, pour la petite histoire, qui avait brisé la monture de ses lunettes. Et il était désespéré. En visite au CCA? En visite au CCA. Ah, OK. Alors, j'ai dit, je peux vous régler ça. Alors, je suis parti avec ces verres et je suis allé chez un optométriste, pas un optométriste, mais un opticien d'ordonnance à Westmount, et puis j'ai fait réparer tout ça. Je suis revenu avec ça. Il m'a dit, vous êtes un magicien, n'est-ce pas? Et il m'avait dit, avant de partir, n'est-ce pas, on ne mettra pas ça sur la vidéo, mais... Et il y avait une conjointe, son épouse, qui était d'ailleurs une fort jolie femme, très, très protectrice de Cedric, et là, il m'avait trouvé tellement de son goût, il m'avait dit, oh, I would love to bring you back to London with me, n'est-ce pas? Il dit, j'aurais besoin de quelqu'un comme vous, n'est-ce pas? Il m'a fait la grimace, elle n'était pas particulièrement sympathique. On n'en parlera pas. Non. Carlos Carba, je me souviens pas. Robert Somol, je me souviens d'avoir rencontré. Laurent Cavalcanti, je me souviens pas. Gilles Rago, peut-être, mais je suis pas sûr. Brian Massoumi non plus. Hubert Barif, ça me dit absolument rien.
OK. Les autres, oui, même ceux que je n'ai pas rencontrés, mais lui, Kurt Foster, bien sûr, évidemment, il est devenu notre directeur. Alors, Ouais. je l'ai rencontré à maintes reprises. Arthur Erickson, je l'ai rencontré aussi. Je l'ai eu dans la bagnole parce que il restait justement au même hôtel qu'Hubert, là, au Méridien. Là. Quel grand architecte canadien. Hein? Oui, exactement. Grand ami intime de Pierre Elliott Trudeau. Cornelia Oberlander, ça, je l'ai connu souvent, je l'ai adoré. C'était un ange. Elle était tellement brillante, tellement sympathique. Historienne. Architecte paysagiste. Ah. Alors, elle était évidemment amie et collègue de Arthur Erickson. Alors, quand Arthur Erickson a fait beaucoup de projets, bien évidemment, à Vancouver, parce qu'il était là-bas. Et quand il y avait quelque chose, comme à UBC, quand Arthur Erickson travaillait sur quelque chose, tout ce qui était architecture paysagiste, évidemment, ça a été toujours confié à Cornelia Oberlander. Et, drôle de hasard, la semaine dernière, est venue ici à Montréal la petite fille de Cornelia Oberlander qui a fait un film sur Phyllis. Alors, elle est venue ici casser la croûte un midi. Et puis ensuite, le lendemain, ben, ils ont tourné au CCA. Peter Eisenman, rencontré à plusieurs reprises. Un gars sympathique qui trouvait que j'étais complètement fou. Parce que il dit qu'est-ce que tu penses des matchs de hockey? J'ai dit, j'écoute pas, je suis pas ça du tout. Il dit, quoi? Un Canadien qui écoute pas le hockey, ça se peut, t'es pas un vrai Canadien. T'es sûr que t'es Canadien? Il dit, oui. T'es bidonnant. Fanatique de hockey. Melvin Charney. Melvin, lui, je l'ai vu 1000 fois. Et sa chère Melvin, n'est-ce pas, m'a déjà demandé. Parce que, tu sais, évidemment, tout le monde s'appelle par leur nom. Mais moi, évidemment, comme tous les domestiques, n'est-ce pas, en théorie, on n'a qu'un prénom, n'est-ce pas? Alors, il dit, écoute, il dit, je t'appelle toujours Jean. Il dit, tu m'appelles toujours M. Charney. Il dit, est-ce que tu pourrais m'appeler Melvin? Puis il dit, est-ce que tu accepterais d'être mon ami? Ben, il dit, Melvin, avec le plus grand des plaisirs. Et puis, pour le reste du voyage, du sien, j'ai été son ami et je l'ai beaucoup apprécié. C'est un gars avec un grand cœur, une grande humilité. Un grand talent, puis un esprit extraordinaire. On parle des années 80? Ah, mon Dieu, oui. Okay. Mais ça a été un grand ami pour Mme Lambert, et puis elle l'a beaucoup côtoyé. Et ils sortaient souvent ensemble. Puis d'ailleurs, c'était assez extraordinaire et ironique parce que les nombreuses premières années, quand Mme Lambert sortait manger avec Melvin et Anne, ou sans elle, là, mais Melvin venait toujours chercher Mme Lambert. Alors moi, j'avais quartier libre. Pendant dessus, j'étais libre comme l'air. Je finissais ma journée de travail très tôt. Et puis, mais avec les années, évidemment, il y a eu ces petits problèmes de santé. Puis là, j'ai été obligé, bien sûr, de m'occuper autant de Madame que de Melvin, un peu quand ils sortaient ensemble. Alors, c'était le retour de l'ascenseur. Puis de temps en temps, bien, il venait visiter Mme Lambert. Puis là, je le ramenais chez lui. Il me disait, ouais, est-ce que tu as du temps de libre? Oui. Il dit, on peut s'arrêter à la Salvation Army, ça avait Notre-Dame, parce qu'à l'époque, à la Salvation Army, c'était un gros dépôt. Et on vendait des livres usagés. Et là, j'entrais là avec Melvin, puis là, il me disait, bon, là, as-tu lu ça? Non. Là, il me mettait ça dans les mains. Ben, il dit ça, t'as-tu lu? Non, il faut que tu lises ça. Là, je me sortais de là avec une pile de livres, n'est-ce pas, qu'on achetait pour une somme absolument dérisoire, mais je me retrouvais avec 400 bouquins, n'est-ce pas, que je lisais avec grand plaisir, mais et beaucoup parce que Melvin m'avait dit, il faut que tu lises ça. Mais il t'offrait des livres en anglais ou en français? Ah ben moi, évidemment, je lis indépendamment de français ou d'anglais. En fait, je pourrais pas te dire de tous les livres que j'ai lus, et c'est beaucoup, je pourrais pas te dire lesquels j'ai lus en français ou en anglais. Pour moi, c'est sans importance. Je vois pas la différence. Okay. L'anglais, à la lecture, c'est comme ma langue maternelle. Alors, ouais. Je fais pas de différence. Mais tu penses, toi, en anglais ou en français, ou tu penses... Je pense en français. Okay. Je pense en français, mais pour moi, c'est la même chose. Une conversation en anglais, c'est comme en français, c'est la même chose. Puis la lecture, là... Okay. En fait, c'est presque honteux, mais je fais encore beaucoup de fautes de français, n'est-ce pas, en écrivant. Mais n'en fais, pour ainsi dire, pas en anglais. C'est une langue qui, pour moi, est beaucoup plus simple, finalement. Ouais. Et voilà. Alors, après Melvin, le nom que tu as?
Où suis-je? Après Melvin, Luc Courchaine, bien entendu. Bien entendu. Alors, je l'ai côtoyé ici, chez Mme Lambert, parce qu'il y a plusieurs œuvres d'art et installations qui sont de Luc, ici, chez Madame. Grand intellectuel, affable, Extraordinairement grand sympathique. communicateur. Absolument, oui. Et surtout, éminemment sympathique. Voilà. Myron Goldsmith, non. Régent Legault, oui, bien sûr, qui a été au CCA aussi. Zaha Hadid, non, pas rencontré. Frank Gehry non plus, je n'ai pas eu ce plaisir. Aldo Rossi, non plus. Francesco Dalco, non. Peter Rose, devenu vraiment un bon copain. Un homme éminemment sympathique et intéressant. Elizabeth Diller, bien sûr. J'ai eu même le plaisir d'aller conduire Mme Lambert à sa résidence d'été, qui est magnifique. C'est où? En fait, c'est dans l'État de New York, mais on passe un peu par le Massachusetts pour s'y rendre. C'est à la confin des deux États. Et c'est vraiment magnifique. Sylvia Leven, bien entendu. Hans Ulrich Obrist, non. Dieter Appelt, non plus. Paolo Costantini, oui, qui malheureusement, n'est-ce pas, nous a quittés et qui était directeur de la conservation des photographies au CCA, qui malheureusement est décédé d'un cancer. Oh, récemment? Oh non, il y a de longues années. Ah, D'ailleurs, il a quitté le CCA à ce moment-là, justement, eu égard à sa maladie. Okay. Il est retourné chez lui en Italie, oui, à Venise, et malheureusement. Hubert von Hamluxen. Quel personnage sympathique. Anecdote? Pardon? Anecdote? Non, pas vraiment. Mais toujours d'intéressantes discussions avec lui. Il était d'une gentillesse hors du commun. John Haddock, oui, je suis allé le cueillir déjà à l'aéroport. Il venait en visite au CCA. Il était avec son épouse, un grand bonhomme, physiquement très grand, costaud, qui déjà avait des problèmes de santé un peu, qui était extraordinairement sympathique, un homme d'une grande humanité et qui avait un don d'émerveillement extraordinaire. En parlant d'anecdotes et de voyages, peut-être dans l'État de New York, etc., il me semble que tu as fait plusieurs voyages avec Mme Lambert vers la Grande Pomme de Big Apple, vers New York, je crois, pour différentes fonctions, pour recevoir des prix, etc. Exactement. Est-ce qu'il y a certains voyages qui se démarquent plus que d'autres? Tu conduisais de nuit? Ça se passait comment? Non. D'ordre général, on partait en avant-midi. OK. Et puis... L'hôtel favori de Madame à New York, qu'est-ce qu'elle en avait? Elle a eu, pendant de nombreuses années, une suite au Waldorf. OK. C'est absolument spectaculaire. Mais c'était la vieille version du Waldorf. Et puis, à un moment donné, il y a eu une décision qui a été prise au Waldorf de restaurer l'hôtel. Alors, l'hôtel n'était plus disponible. Alors, on a dû trouver d'autres hôtels. On a essayé différents hôtels. Certaines plus intéressantes que d'autres, donc je ne me souviens pas toujours des noms. Mais, alors, tu demeures en fonction avec elle pendant quelques jours jusqu'à... Oui, c'est arrivé. J'ai passé une semaine à New York. Et puis, à son 90e anniversaire en particulier, on avait été ensemble à New York et elle avait pris elle est restée avec ses amis, puis elle a passé tout ce temps-là et on s'occupait de ses déplacements. Alors, je n'ai pas eu à travailler, mais j'ai passé la semaine à New York, à aller visiter des musées, à aller écouter des concerts de jazz, n'est-ce pas, au Blue Note et au Village Vanguard, pour mon plus grand plaisir. Peut-on dire aux frais de la couronne? Ben, en quelque sorte, finalement, je payais mes billets de spectacle, mais quand même, évidemment, tous mes repas, évidemment, et l'hôtel, c'est bien sûr que c'était sur mes notes de frais. Ton accompagnement le plus éloigné, le plus lointain avec Mme Lambert, le plus long voyage, le plus grand voyage? Ben, le plus long voyage, justement, c'est arrivé quelques fois, là, semaine complète à New York. OK. Pas d'Europe, Chicago? Non, pas du tout, non, exactement. C'est les seuls voyages, là. Ben, évidemment, il y avait toujours au moins un voyage annuel à Kripanou,
au Massachusetts, à Lenox, au Massachusetts, où elle est dans cet ashram pour aller faire du yoga et de la relaxation. Alors, chaque année, au mois de juillet, ça se faisait. Et puis, généralement, j'y allais, j'allais là une nuit, je revenais à Montréal, elle passait la semaine, puis j'y retournais la chercher. Pour coordonner, excuse-moi de t'interrompre, coordonner ces voyages justement à l'extérieur, tout ça, tu faisais ça avec ses assistantes Je suis assistante, effectivement, administrative, qui s'occupait de toutes les réservations, puis de tout ça, finalement. Okay. Puis on te remettait un programme que tu devais Comme toujours, n'est-ce pas, quand il y a des déplacements, bien sûr, je reçois un horaire détaillé de ces déplacements, puis où elle va, où elle couche, quels sont les arrangements, et puis, bien sûr, je dois être au courant de tout ça, bien évidemment. Anecdote, là, je pourrais choisir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Anecdote dont tu te souviens le plus, quelque chose mise en situation où tu as failli presque faire des miracles pour sauver la situation, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se démarque plus que d'autres ou pas vraiment? Ou tu en fais encore tous les jours? Et puis... Les miracles, j'ai eu à en produire plusieurs au cours de toutes ces années. Mais ironiquement, là, j'essaie de voir quelque chose qui pourrait sortir de l'ordinaire, mais pas vraiment. Ça démarqué? Pas vraiment. Tu gardes pas un journal, le miracle de la semaine? Non, malheureusement, je ne suis pas à ce point organisé, justement, pour avoir gardé toutes mes assignations, tous mes... Les archives personnelles? Non, pas du tout. Ça, je ne me considère pas, n'est-ce pas, méritoire suffisamment pour avoir gardé tous ces détails. On arrive à la conclusion, mais j'aimerais revenir complètement au tout début. Oui. Tu as déjà été détective privé? J'ai été détective privé quand j'ai entamé mon travail. Tu as fait une formation pour ça ici à Montréal? Ou... Pas du tout. Non, c'est un gros hasard. C'est pas la longue histoire, c'est que fondamentalement, c'est la pêche à la mouche qui m'amène à l'investigation privée. Ah ouais? Oui, j'avais un beau-frère à l'époque qui, lui, avait un beau-père qui pratiquait la pêche à la mouche. Et puis moi, déjà, je pratiquais aussi. Je faisais du montage de mouches. Alors, mon beau-frère me demande, est-ce que tu ferais, n'est-ce pas, une douzaine de mouches que je pourrais donner à mon beau-père, certainement. Alors, j'ai produit une douzaine de mouches. Je tourne à ça. Et puis, il me revient quelques temps plus tard. Il dit, écoute, le beau-père m'a dit que si tu lui fais une certaine production de tes mouches, il va t'inviter à son club privé, un petit voyage en avion, en hydravion, pour aller à la pêche à la truite, en Haute-Mauricie. Intéressant. Alors, j'ai fait ce qu'il fallait faire et je me suis retrouvé là-bas. Et puis, théoriquement, on aurait dû être accompagné par un de ses copains qui était directeur d'une petite agence d'investigation. Alors, je lui avais mentionné, c'est intéressant, c'est le genre de boulot qui m'aurait vraiment intéressé. Il dit, écoute, je lui en parle. Alors, finalement, je reçois un coup de téléphone quelques mois plus tard d'un type qui me dit, oui, bonjour, Pierre Drolet-Massu. Notre ami Yvon Hébert m'a parlé que vous seriez intéressé, n'est-ce pas? Et si vous voulez, je pourrais vous rencontrer demain. Alors, je me présente, et puis je lui fais part de mon intérêt pour ce métier. Puis, je constate que fondamentalement, il n'a pas l'air plus intéressé que ça à me rencontrer, mais bien sûr, pour retourner l'ascenseur à notre ami mutuel, il m'a invité. Alors, il me donne les coordonnées de la Sûreté du Québec où je dois aller chercher un permis d'agent d'investigation, ce que je fis. J'attends déjà de nombreuses semaines et tout à coup, un appel. Et à ce moment-là, ça prenait pas une formation? Il ne fallait pas prouver qu'on était... Pour autant que je sache, il y en a toujours ancien policier, ancien militaire... Non, en fait, si vous êtes un ancien policier, vous avez tout simplement pas besoin de demander un permis parce que vous êtes déjà qualifié. Okay. Mais l'obtention d'un permis, c'est pas compliqué, c'est d'avoir un casier judiciaire qui est vierge. C'est propre. Et c'est tout, et de payer, je sais pas, à l'époque, 15 $ que ça coûtait pour avoir un permis. Ah. C'était pas plus compliqué que ça. Alors, on me donne une première enquête. Une surveillance finalement, et une toute petite filature. Ce que je fis avec brio. Et puis, le gars m'avait dit, il dit, peut-être en soirée, c'est en été, il faisait très beau. Il dit, en été, il dit, en soirée, j'irai peut-être t'en rejoindre, n'est-ce pas, sur le lieu de ta surveillance.
Alors finalement, je me rends là avec mon véhicule, puis je suis la personne qu'on m'avait assignée, qui revient chez elle. Alors je me restationne et j'attends patiemment. Et là, je vois le véhicule de mon patron arriver. Alors il se présente à côté, puis il me dit, mets ta main sur la lumière au plafond. J'ai dit, il n'y a pas besoin. Ah, il dit, tu comprends pas. Il dit, ça va allumer la lumière, on va nous voir. J'ai dit, tu comprends pas non plus, parce que j'ai dit, la lumière, tu m'as dit que tu viendrais me voir, j'ai enlevé la lumière. Ah bon? OK. Il monte dans la voiture, et là, on jase un peu, puis il me dit, bon, écoute, il dit, ça, c'est bien. Il dit, ça se termine là. Il dit, si elle est revenue, il n'y a rien d'autre à faire. C'est parfait. Alors, je pensais que j'avais commencé du bon pied, finalement, et là, j'attends encore de nombreuses semaines avant qu'on me rappelle. On me donne une autre filature, quelque chose de très simple, ce que j'ai fait, avec succès aussi. Et puis là, ben, les appels se sont rapprochés. Et puis j'avais de temps à autre un appel. Et éventuellement, ben, il m'a donné un coup de fil, puis il m'a dit t'es pas tanné de faire ce que tu fais? Il dit explique-donc à ton patron que tu n'as plus besoin de travailler. Puis, tu viendras travailler pour moi à temps plein. Alors, ce qui fut dit, fut fait. Je me suis retrouvé comme détective privé à temps plein. Et puis, j'avais déjà le sentiment, mais là, après quelques temps, j'ai compris que c'était vraiment le métier pour lequel j'étais fait. J'ai eu beaucoup de plaisir, puis beaucoup de succès à faire ça. Et ça allait de soi. Puis c'est pas compliqué. Pourquoi du plaisir et du succès? Dans quel sens? C'était le grand observateur. Quand on me confiait un dossier, c'était... Tu te rends invisible, puis toi, tu dois... Écoute-moi, il faut rester le plus neutre possible, le plus... en anglais, on dirait inconspicuous. Tu dois être un kidam. Tu te perds dans la foule et tu peux suivre quelqu'un pendant des heures, des jours, des semaines. Et au volant, c'est la même chose. Plus difficile au volant parce qu'évidemment, tu as une signature physique d'un véhicule. Hein? Mais si tu fais ça de la bonne façon, tu peux t'en tirer assez bien pendant longtemps. Et puis après ça, bien évidemment, il y a toutes sortes de choses. Hein. J'ai travaillé comme sous couvert, n'est-ce pas, dans des usines, à travailler, à personnifier un employé pour s'assurer de l'honnêteté puis de la probité des employés, puis, ou pour attraper des employés, évidemment, qui faisaient du vol à l'intérieur de ces usines-là, ou magasins. Toutes sortes de choses. Évidemment, il y avait bien sûr encore, à l'époque, ça existe probablement encore, je sais pas, des bonnes vieilles filatures matrimoniales. C'est pas monsieur fait suivre madame pour s'assurer qu'elle ne le trompe pas. Madame fait suivre monsieur. Monsieur fait suivre sa maîtresse pour s'assurer de l'exclusivité de ses charmes. Et ça ne finit jamais, là. Il y a toutes les variations. Sans compter, évidemment, les gens un peu dérangés qui vous demandent, n'est-ce pas, de trouver qui sont les gens qui marchent de l'autre côté de la haie, qui les surveillent, n'est-ce pas? On se demande ce qu'ils veulent, ce qu'ils croient, ce qu'ils imaginent, mais... Et le grand contrat d'une vie ou presque, ou d'une demi-vie avec Mme Lambert, ça tombe pas du ciel, là. Ben, en fait... on a parlé un peu plus tôt que c'était un remplacement. Ben, en fait, oui, d'ailleurs, on m'avait déjà demandé d'aller faire quelques remplacements, ce que j'ai refusé, parce que j'aimais trop mon boulot et ça m'intéressait aucunement de venir travailler pour Mme Lambert. Et puis, éventuellement, on m'a dit, t'as pas le choix. Non, j'ai le choix. Je suis obligé de travailler comme tout le monde, mais je vais travailler ailleurs. Ça m'intéresse pas. Je n'irai pas. Mais éventuellement, bien sûr, le pauvre gars qui était ici en avait ras-le-bol, était excédé, et puis on m'a demandé de le remplacer un petit bout de temps pour lui donner un peu de répit. Ce que j'ai fait. Et pour une raison que je ne m'explique et que Mme Lambert probablement n'expliquera pas non plus, ça a été extrêmement facile. Et ça s'est bien déroulé. Et on m'a demandé de rester, ce que j'ai accepté en disant que, évidemment, c'était temporairement, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui puisse occuper l'emploi. Est-ce que c'était... Mais j'attends toujours. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que c'était comme un défi aussi, travailler pour madame? Non, pas du tout, c'est pas. Non, un haut niveau d'excellence de tout le monde, hein? Tout le monde qui la côtoie. Mais je n'ai pas senti ça, puis je n'ai pas anticipé ça, parce que dans ma tête, moi, ce n'était qu'un remplacement. J'imaginais que ça durerait quelques mois, mais je n'aurais jamais imaginé rester. Alors, d'autres auraient peut-être été intimidés, mais pas moi, parce que c'était temporaire. C'est ce que je concevais. Et il apparaît que
Un temporaire permanent. Le temporaire a acquis une certaine permanence après bientôt 36 ans. On se dit que la liste est incomplète, là, des noms. Oui, c'est bien sûr. Oui, c'est incomplet, bien sûr. Tu sais. Et des fois, et là, évidemment, elle commence à me faire défaut, mais j'ai toujours eu une mémoire assez extraordinaire. Oui, oui. Ce qui, évidemment, était d'un grand secours autant dans mon travail de détective privé que dans celui de collaborateur de Mme Lambert. Mme Lambert a souvent dit à ses amis que j'étais sa mémoire, parce que de temps en temps, évidemment, là, aujourd'hui, comme par le passé, n'est-ce pas? Là, oui, mais je me souviens plus de telle personne. Je lui souffle le nom. Elle dit, oui, vous savez, n'est-ce pas? Jacques se souvient de tout. Malheureusement, de moins en moins. Mais, et puis, récemment, il y a un événement au CCA. Alors, il y a un monsieur qui descend. J'entends Mme Lambert à la sortie, comme depuis toujours. Et il y a un monsieur qui descend, qui me regarde. Alors, je lui ai fait un signe de tête. J'ai dit, Monsieur Chupin. Il dit, vous vous souvenez de mon nom? Il dit, oui. Il dit, vous êtes Jacques, n'est-ce pas? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, comment vous faites pour vous souvenir de ça après tout ce temps? J'ai dit, vous savez, la mémoire, n'est-ce pas? C'est un peu un mystère. J'ai dit, oui, je me souvenais de ça. Alors, oui, j'ai rencontré tellement de gens aux côtés de Mme Lambert. Alors, la liste que je t'ai offerte est complète. Ah oui, tout à fait. C'est bien peu. Okay. Eu égard à tous les gens que j'ai rencontrés. Et puis, oh oui, écoute, on parle de aller visiter la Galerie nationale à Ottawa avec Mme Lambert, qui me demande, après l'avoir laissé, elle dit, pourquoi vous n'entrez pas avec moi pour faire le tour de la galerie? Alors, visite de la galerie avec Dr. Shirley Thompson, qui était directrice de la Galerie nationale à l'époque. Alors, évidemment, imagine-toi, c'est pas faire la grande tournée avec la directrice du musée et d'avoir toutes ces explications, toutes ces histoires reliées aux œuvres qui sont là. Et pour finalement dire, Mme Lambert dit, oui, est-ce qu'on casse la croûte? Oui, alors on va au resto de la Galerie nationale. Et je suis invité à aller casser la croûte avec eux. Alors, c'est le genre de situation un peu hors du commun. Tu t'imagines quand même pas que tu vas être invité dans un dîner avec la directrice de la Galerie nationale. Et ça s'est répété quelquefois dans d'autres circonstances. Galerie nationale d'Ottawa. À Ottawa, oui. Construite par Moshe Safdie. Exactement. Architecte. Oui. Encore extraordinaire. Bien sûr. Oui. Oui. Qui nous a donné, bien sûr, ici à Montréal, notre Habitat 67, oui, entre autres, okay. Qui est un chef-d'œuvre. Tous les gens qu'on accueille ici, oui, est-ce qu'on peut passer juste pour voir l'Habitat 67, certainement. Alors, je me faisais un devoir de passer sur la rue de la Commune et puis dans le Vieux-Port pour leur donner un point de vue sur les deux édifices les plus en demande, d'après mon humble expérience, ouais. l'Habitat 67 et la biosphère de Fuller. Bien sûr. L'Expo-Dôme du pavillon américain, construite par Fuller et Soji Sudao. Oui. Les deux icônes tout à fait. Qui nous restent, finalement. Oui, exactement. Génial. Alors, mon cher Jacques, comment résumer? Est-ce que c'est possible de résumer toute cette incroyable expérience, cette proximité que tu as? Il y a une intimité aussi qui s'est établie après toutes les années. Avec Mme Lambert. Comme je l'ai déjà mentionné, là, je suis le bon morceau de puzzle qui a été trouvé par hasard au bon moment. Et comme dans un puzzle, n'est-ce pas, il y a souvent qu'un seul morceau qui va à cet endroit. Et il est tombé sur moi. Et j'aurais jamais choisi de faire ça. D'ailleurs, j'avais au départ, n'est-ce pas, avisé que je ne le ferais pas à long terme. Alors que j'y suis toujours, parce que j'ai réalisé finalement que Mme Lambert avait besoin de moi et que ça fonctionnait justement avec moi. Et Mme Lambert, comme on le sait, n'a ni conjoint ni progéniture. Elle a aujourd'hui un frère qui vit une partie de l'année à Montréal. Il n'y a que son neveu qui y est toujours. Alors, il n'y a personne d'autre que moi, fondamentalement. Elle s'en remet à moi pour à peu près tout. Et toi, est-ce que tu prévois prendre une retraite éventuelle? Il y aura une retraite, et puis... bientôt? On sait très bien... Non, parce qu'il y a un seul événement, n'est-ce pas, qui va me forcer à prendre ma retraite. Et c'est le départ de Mme Lambert.
J'ai promis de rester pour aussi longtemps qu'on aurait besoin de moi. Mm. Et moi, j'en ai plus besoin de travailler. Mais j'y suis toujours parce qu'il faut que j'y sois. Madame Lambert, elle a quel âge? Elle a 99 ans et bientôt 5 mois. Extraordinaire. Elle travaille déjà ardemment à la préparation de son anniversaire, son 100e anniversaire, bien sûr. Qui va avoir lieu le... Son anniversaire est le 24 janvier. C'est le mois de janvier. Alors voilà, elle aura 100 ans le 24 janvier prochain. Là, il est presque 14 heures de l'après-midi. On fait cette entrevue. Madame Lambert, en ce moment, elle est à son bureau. Madame Lambert, elle est très certainement assise à son pupitre, devant son ordinateur, à travailler sur la rédaction, n'est-ce pas, d'un dernier bouquin. Et puis, quand celui-là sera terminé, bien, selon toute probabilité, elle va travailler sur autre chose. Il n'y a qu'une chose à faire dans la vie, c'est de s'occuper de sa passion. Et elle s'y consacre, dis-je, depuis toujours que je la connais. Elle travaille intensément 7 jours semaine. La beauté, c'est ça, d'être indépendant de fortune, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Alors, certaines personnes feront du sport, certaines personnes vont voyager, mais elle se consacre à sa passion, à sa rédaction. Elle réfléchit. Sur l'architecture. Sur l'architecture, l'aménagement urbain, et puis la société en général. C'est une personne absolument hors du commun qui a des amis dans toutes les sphères de la société, qui fréquente des gens immensément riches, mais c'est parce qu'ils font qu'elle est intéressée par eux. Le fait qu'ils soient riches, n'est-ce pas, n'a aucune espèce d'importance pour elle. Elle a des amis qui sont des artistes, qui sont des intellectuels, des professeurs. Alors, c'est ce que les gens font qui l'intéressent. C'est tout. Elle aime les idées, hein, les idées nouvelles. Oh, effectivement. Elle, il y a des gens qui ont votre âge et le mien, n'est-ce pas, qui sont confinés, n'est-ce pas, dans leur petit monde, mais elle a une vision assez extraordinaire de tout. Pour elle, tout est intéressant. Et puis, pour elle, il s'agit que les gens soient intéressés par un projet particulier, alors elle s'y intéresse, puis elle apprécie tout ça. Elle a la curiosité aussi d'encore aller en galerie, d'aller voir, d'explorer ce que les autres font. Exactement. Et les autres doivent s'expliquer, ou carrément au moins bien s'expliquer. Ah mon Dieu, si elle va visiter une exposition, n'est-ce pas, il faut que l'artiste soit là pour pouvoir lui expliquer quelle était sa démarche. Exactement. Pourquoi? Et quel était son but. Et puis, de quelle façon il s'y est pris pour faire ce qu'il a fait. Exact. Ou ce qu'elle a fait. Elle est passionnée par ça. Parce que c'est une grande intellectuelle, mais c'est une artiste dans l'art. Pour Montréal, pour le Québec et pour le Canada, il n'y a personne comme Mme Lambert. Même peut-être en Amérique du Nord, il n'y a pas de comparable. Là. Dans le film que Terry Damisch a fait, elle dit d'elle que c'est Jeanne d'architecture, c'est Jeanne d'Arc, mais c'est effectivement Jeanne d'Arc. On lui est redevable, n'est-ce pas, d'avoir sauvé une bonne partie de notre patrimoine architectural. Et puis elle a, évidemment, bien sûr, inclus plein de gens là-dedans. Elle a parti un peu ce mouvement-là. Elle a participé à la création de ça. Sauver tout d'abord, évidemment, un quartier, le quartier Melton Park, avec les gens qui étaient déjà investis, résidents dans ça. Elle les a aidés. Puis là sa démarche, évidemment, s'est élargie. Et c'est ça qui l'anime toujours.